C'était juste génial, j'étais aux anges évidemment. Ok. Donc bon, bah, je lui parle un peu de mon parcours, hein. C'est une petite expérience, voilà. Donc bon, il me dit oui, bah, il me dit effectivement on recrute, là Et il m'annonce qu'effectivement c'est justement pour Megares, pour faire la conversion sur Mega CD, Ah oui. parce que Megares C'est un jeu PC à la base. s'annonce prometteur, ouais, sur PC, mais donc je vais intégrer l'équipe PC, mais je m'occuperai aussi et surtout d'ailleurs de la conversion sur Mega CD, qui est une machine un petit peu énigmatique pour moi, mais bon, moi je me sens pas, voilà, j'ai fait du 68 000, je suis à l'aise. De toute façon, le Mega CD, c'est l'extension CD-ROM de la Mega Drive. Voilà, Et du coup, la Mega Drive sur 68 000, toi, t'es voilà, un peu dans ton élément, quoi. Voilà, ça me paraît pas. Ok. Pour moi, la philosophie de programmation est un peu différente parce que c'est de la console, donc par rapport à un Atari, ça va être un peu différent. Oui, puis il y a une architecture un peu plus complexe. Au niveau de l'architecture, etc. Mais Ouais. sinon, voilà, ça me tente vraiment, quoi. Donc, Ouais. il me dit bon, ok, et il me file quand même il me file un petit test à faire. Ok. Il me demande de faire une routine de compression de palette. Parce que l'idée c'est de voir ce que peut rendre, donc les graphes sont en 256 couleurs sur PC, Oui. et de faire une routine de compression de palette pour voir ce que ça pourrait donner sur Mega CD justement. Ah, une réduction de palette, ouais. Bon, il y a de toute façon Une réduction de couleur, en tout cas, il y a de la avec réduction 256, quoi. Ouais. Voilà, il y a de la réduction de palette à faire, et donc Ouais. il faut optimiser ça pour que la palette soit la plus fidèle. Ouais, ok, c'est que les images des vidéos qui étaient à la base en 256 couleurs rendent toujours bien en 16 couleurs. Enfin, le mieux possible. Voilà, c'est ça. Ok, Ouais. d'accord. Donc, bon, alors moi, et puis on se donne rendez-vous une quinzaine de jours plus tard. Et que de toute façon, on se reverra, mais ce sera plus là parce que le déménagement est imminent. Ouais. Cryo part dans le 18e. Ok. Donc moi, je repars, et puis donc je potasse un peu la question. Je vais m'acheter 2-3 bouquins d'algorithmie. Je me souviens, il y a des trucs, il y a une librairie à Paris qui s'appelle Le Monde Antique, qui était vraiment à la pointe de ce qui se faisait en bouquins majoritairement anglophones, mais des bouquins vraiment pointus, vraiment super. Quoi. Et je suis toujours en contact avec mon copain Christophe, qui habite toujours dans les Yvelines et avec qui j'avais travaillé sur Ninja Animal à l'époque de Légende, et que je continue à voir. Oui, et je me souviens qu'on y va ensemble. Je me souviens qu'on y va ensemble, on va ensemble faire un tour, on passe... Voilà, donc je me documente un peu là-dessus, je fais un truc, hein, bon, je sors un truc. Et ça d'ailleurs, je le fais en 386, je crois. Ou en C, je sais plus. Ok, ouais. Je le fais, bon. Et donc je retourne revoir Rémi 15 jours plus tard, je lui présente le truc, tout ça. Bon, il regarde et puis bah, il me propose, il me dit oh, c'est ok, il me dit si pour toi c'est ok, moi c'est ok. C'est ok pour l'embauche. C'est ok pour l'embauche. Ok. Donc bah là voilà, intérieurement je hurle. Donc et donc oui, on démarre. Donc il me dit de revenir. Alors il me dit de revenir un petit peu plus tard, de 15 jours ou 3 semaines, parce que vraiment l'emménagement est en cours. Ah oui, ok. Le temps d'emménager un bureau, parce qu'on est, c'est vraiment voilà quoi. Il faut le temps de trouver une place pour un bureau, et puis de m'installer. Je travaille au début avec Patrick Dublanchet. Donc là, je vais de rencontre en rencontre absolument. Quelqu'un déjà absolument chez Cryo, quoi. Ouais. Alors, Patrick, lui, travaille, effectivement, il travaille en indépendant. C'est un auteur mythique aussi du jeu français, parce que Patrick Dublanchet, c'est KGB, c'est Eden Blues sur Atari, tout ça. C'est Extase aussi, avec Rémi. Je crois que c'est un jeu qu'a créé Rémi, mais c'est Patrick qui a dû programmer ça. Et ce sera d'autres jeux d'ailleurs chez Cryo. Et d'ailleurs au moment où donc je travaille un peu avec Patrick, parce que lui il travaille sur Dune Mega CD. Donc il me met le pied à l'étrier sur le Mega CD, notamment pour toutes les routines de gestion de vidéo en streaming, parce que c'est un procédé un peu voilà, un peu particulier. Donc je passe du temps avec lui. Donc c'est génial. Lui vient de terminer Dune Mega CD. Mais alors le kit de développement, c'est une usine à gaz. C'est le kit de développement Mega CD, c'est juste
Le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un peu une horreur parce que ça plante un peu. Il y a les fils, il y a une carte format long que tu mets dans un PC et que tu relis à une Mega Drive qui simule donc le fonctionnement d'un Mega CD en temps réel. Et c'est un truc, c'est artisanal, quoi. Un peu artisanal, un peu artisanal, mais bon, ça fonctionne quand même. Oui, parce que là, tu codais sur PC, mais pour coder du 68 000. Voilà, c'est ça. C'était donc tout effectivement en 68 000. Bon, mais le Mega CD, il y a deux 68 000. Il y a deux 68 000. Il y a une RAM partagée. Et donc, quand l'un accède à la RAM, il faut prendre. Donc, tu dis lequel tu fais travailler pendant que l'autre doit se mettre en retrait. De mémoire, il y a un Z80 aussi qui gère la musique, je crois, je sais plus, mais donc c'est une architecture très particulière. Il faut pas se rater parce que bon, c'est vrai que ça. C'est quoi? C'est qu'ils ont rajouté un 68 000 dans le Mega CD en plus de celui de la Mega Drive? Bah oui, voilà, c'est ça, pour gérer le flux, la RAM partagée, pour gérer le flux issu du CD-ROM. Et donc nous, comme on est en streaming, on lit une image, et dans l'image, il y a plein de choses. On lit une image, donc il y a l'image, il y a des infos 3D, il y a de la musique, puisqu'on a de la musique en streaming. Oui, vous lisez une trame du CD. Voilà, donc et c'est vrai que bon, ça c'est assez particulier, mais bon, ça. Bon, alors le truc qui est le plus sur Sega, c'est qu'il faut avoir l'approval de Sega. C'est-à-dire que bon, quand on sort un jeu PC, il y a chez Cryo un service qualité qui s'occupe des tests. Jean-Luc a dit, un copain aussi avec qui je suis plus ou moins en contact, qui s'occupe du service test. Il y a un service test chez Cryo, donc sur le PC, c'est nous qui débugons. Mais alors pour tout ce qui est console, on débug évidemment, mais il y a un approval en plus derrière de chez Sega ou de Nintendo. Et tant qu'on n'a pas cet approval, le jeu sort pas, quoi. C'est-à-dire que voilà. Oui, d'accord. L'approval, si tu peux avoir, toi, considérer que ton jeu est propre. Si Sega dit non, il y a ça qui va pas, et tu dois les modifier. Oui, parce qu'après c'est Sega qui a la production des objets. C'est Sega qui te donne le feu vert, effectivement, pour lancer la duplication. Et donc le jeu, ça se passe pas mal. La version PC se termine, et la version Mega CD aussi se termine, mais bon, il y a aussi ce truc, c'est que là, il faut savoir que Cryo est un studio de développement, et que le jeu est édité par Manscape. Manscape est éditeur, et nous on est développeurs. Et donc, quand on arrive sur la fin surtout, il faut que les choses aillent vite, parce que bon, Manscape a annoncé une date de sortie, bon, je sais plus trop, et nous on leur a dit que le jeu serait terminé, et le problème c'est qu'évidemment avec le décalage horaire, quand eux ils se lèvent, nous on est en milieu d'après-midi, donc tous les bug reports que eux vont faire vont nous arriver avec 24 heures de décalage, etc. Donc, sur la fin, c'est un peu compliqué. Donc il y a qu'une solution, c'est que j'aille terminer le jeu aux États-Unis. Donc en fait, Cryo m'envoie à San Francisco, dans les locaux de Manscape, terminer le jeu de manière à être en direct avec le service test de Manscape, quoi. Ok, d'accord, oui, ok. Donc là, donc le producteur de chez Manscape, c'est lui qui vient me chercher, et puis il m'emmène à l'hôtel, tout ça, et puis c'est lui qui vient me chercher le matin, qui me ramène le soir. Alors, ce qui est trop marrant, c'est que le Steve, c'est une Mustang. Il vient me chercher, donc je l'entends quand il est en bas de l'autre, avec ce bruit de moteur. Tu vivais absolument l'Amérique hallucinant. À fond, et tu rentres dans la voiture, t'es sanglé comme dans une voiture de NASCAR ou je sais pas quoi. Et donc il m'emmène tous les matins comme ça, il m'emmène dans les locaux de Manscape et on bosse jusqu'à pas d'heure parce qu'en fait là on est vraiment sur la toute fin. Et bon, de mémoire, il y a un bug qui est vraiment galère parce que il y a un truc, je sais pas, de temps en temps, c'est aléatoire et pas fréquent, mais ça arrive, il y a un freeze. En pleine décompression d'image, à un moment donné, clac, et donc le flux qui est pas bien synchronisé à un moment. Là, j'avoue que c'était un petit peu. Et donc je vais passer une dizaine de jours, je crois, là-bas, pour terminer. On termine là-dessus, et puis bon, l'approval de Sega of America tombe. Et puis je crois qu'après, en fait, quand on a l'approval de Sega of America, Sega of Europe le donne aussi, ou alors il y a une procédure mais qui est très
beaucoup plus simple. Enfin, oui, bon, dès lors que ça a été validé à un endroit. Ouais, dès lors que c'est validé par le pays éditeur, puisque c'est édité à la base aux États-Unis. Oui, ok, ouais. Je sais plus trop, mais il y a un truc comme ça. Donc en tout cas, je quitte San Francisco et voilà. La mission accomplie, quoi. Mission accomplie. Ouais, ils sont. Bon, ça fait pas. Alors le jeu est une vraie réussite, quoi. Pour Cryo, Megares sur PC en tout cas, c'est un vrai succès. Le jeu est vraiment top. Ouais. Bon, le Mega CD, c'est voilà le niveau. Et le jeu sera décliné d'ailleurs sur 3DO, aussi sur et sur CD32. Il y a eu une version. Sur Amiga CD32. On a fait une version CD32, mais qui n'a jamais vu le jour. Bah oui, oui. Parce que de mémoire, je crois qu'on était sur la fin de vie du CD32 et c'est dommage, Ah oui. parce que le jeu était quasi terminé. Lionel, un copain qui s'occupait de la version CD32, je m'en souviens, on travaillait ensemble, puisque tous ceux qui faisaient les conversions sur 3DO et tout ça, on a travaillé ensemble, donc mais bon, la version CD32, elle n'a pas vu le jour. Mais oui, le Mega CD, de toute façon, il s'en est pas vendu des milliers et des cents. Non, ça, je crois que ça a un peu périclité après. La machine n'a pas eu je sais pas, le succès commercial du Mega CD, faudrait voir, mais je crois pas que ce soit. Oui, enfin, c'est pas de la même mesure que la Mega Drive en elle-même, quoi. Oui. Ah bah oui, la Mega Drive c'est un méga hit, mais le Mega CD, ouais, je suis pas. Ok. Mais bon, toi, chez Cryo, ça a validé que tu allais au bout de la réalisation d'un produit, même sur. Ouais, bon, je pense que. Avec des enjeux assez forts. Bah, c'est vrai que les enjeux étaient importants parce que, en fait, nous, en tant que développeurs, il fallait montrer aux éditeurs, aux gros éditeurs, qu'on était capable de tenir les délais, de sortir les jeux, etc. Donc les enjeux étaient importants, en tant que développeur. Ouais. Ça, c'est vrai que il fallait pas se rater. Donc ensuite, une fois que je termine Megares, alors sur PC, on attaque Megares 2. Ouais. Il y aura même Megares 3 aussi. Mais bon, moi sur le Mega CD, là, je crois que la page est tournée. Nous chez Cryo, on a arrêté. Il y a eu Dune, on a fait ça, mais la machine, voilà. Okay, ouais. Donc je sais que Cryo signe avec une société qui s'appelle Betson pour faire des bornes d'arcade. Ok. Ah bon. Ouais. Pour faire des bornes d'arcade, et je bascule sur un projet. Cryo a racheté des licences Dark Horse, qui sont des licences de comics. Ah, oui, des comics books, et donc Jean-Martial Lefranc a dealé ça, je crois que c'est lui qui a dealé ça. On a les droits sur certains, je crois que c'est ça, et donc on se retrouve à devoir à faire 2 jeux de bornes d'arcade. Donc un, c'est Virus, c'est un comics qui s'appelle Virus. Je crois qu'il y a très peu de numéros, et puis un autre qui s'appelle Dead End. Donc Virus, en fait, on est sur je me souviens, au début on est sur un bateau, c'est en synthèse aussi, et puis tu dois shooter des espèces de créatures en permanence, et tout ça c'est en borne. C'est des bornes à base de PC. C'est des bornes à base de PC, donc ils prennent le PC super haut de gamme du moment. On a c'est des P90, et puis ils montent à chaque fois. Après c'est des P133, dès que ça évolue un peu ils prennent l'américaine, donc on développe ça. Mais alors pour le coup, donc le jeu avance. On a vraiment plus qu'un niveau. On a vraiment plusieurs niveaux. Le jeu est. Donc tout ça, c'est tout en assembleur. C'est vraiment un truc. Je fais un moteur aussi assez. Là, je me souviens, je me suis fait plaisir. Là, je me suis fait un outil qui était trop bien, quoi. Sur du jeu d'action. Voilà, là, c'est un jeu d'action. Donc ils viennent, le jeu prend forme, ça avance bien, etc. Mais je sais pas, là, pour le coup, je sais pas. J'y suis même allé. Alors, retour aux États-Unis encore. Ah, c'était une boîte américaine. Une deuxième fois, oui, une boîte américaine. Retour aux États-Unis pour présenter ça dans un salon. Ah oui, ok. C'était à la Nouvelle-Orléans. C'était à la Nouvelle-Orléans. C'était un salon de bande d'arcade. C'était un salon où, alors je saurais plus te dire de. Ouais. Mais enfin, c'était un salon un peu particulier. Ça se passait dans un hôtel. Et en fait, ils réservaient une suite ou je sais pas quoi, et tu présentes tes jeux. Donc je vais là-bas passer
plusieurs jours, quelques jours pour présenter tout ça avec Betson et puis avec un autre membre de l'équipe Cryo à l'époque, c'était Emmanuel Forçant, et on y allait tous les deux. On a présenté donc les deux jeux, il y avait Virus et Dead End. Okay. Bon voilà, mais bon, oui, c'était une expérience de s'imaginer qu'il y ait des bornes qui... Ouais. Est-ce que c'est parce que du coup Betson, je sais pas, je sais qu'avec Betson, ouais, il y a eu des trucs, bon, je sais pas le fin mot, mais enfin en tout cas, bref, ça ne, à ma connaissance, en tout cas officiellement, ça ne sort pas. Okay. Et donc après, bon alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que Cryo monte. Hein. Oui. Cryo monte. On est en quelle année là du coup? Là, on est en 94, oui, okay. Je crois. Là, Cryo embauche vraiment, il y a vraiment des recrutements. Les effectifs de Cryo vraiment montent vraiment en puissance. Il y a beaucoup de développement. Les jeux ont eu beaucoup de succès. Megares, il y a eu d'autres titres. Il y a eu Lost Eden. Il y a eu Patrick Dublanchet, je crois, qui travaille aussi sur Lost Eden. Il y a eu d'autres jeux comme ça qui marchent vraiment bien. Donc Cryo a vraiment le vent en poupe là. C'est vraiment une grosse société de développement en France. Ah, c'est sûr. Ouais. Et donc il y a des projets, on entend parler. On entend parler de gros projets qui démarrent. On ne sait pas trop quelles équipes vont être mises dessus. Je me souviens d'une grosse réunion qu'on avait fait dans une grosse salle à Paris, je sais plus où Cryo nous annonce, les fondateurs de Cryo nous annoncent un petit peu les perspectives qui démarrent, donc c'est super enthousiasmant parce que on te parle. Et j'entends parler d'un titre qui s'appelle Atlantis, ça va être un gros jeu d'aventure qui va démarrer, mais je sais pas trop. Et bon, à un moment donné, oui, Rémi me parle de ça, il me demande si ça me dit de... Il décrit un peu plus le projet et tout ça. Oui, alors je me souviens pas en détail, mais enfin, ce que je sais en tout cas m'enthousiasme à fond, quoi. Ça va être un jeu d'aventure, ça va être un gros jeu d'aventure. Il faut, le jeu est en 4 CD, ce qui est énorme à l'époque. Bon, je crois qu'il y a que Myst qui est en face de nous. On a Myst qui est au développement aussi en parallèle, et on sait que ça va être quelque chose de très gros. Et aussi double challenge aussi qui met aussi pas mal de pression, c'est que Cryo est en train de devenir éditeur là. Oui, ok, ouais. C'est-à-dire qu'on passe du statut de studio de développement pour Mindscape, pour diverses grosses boîtes d'édition. Cryo décide de passer éditeur en plus de rester développeur évidemment, d'éditer ses propres jeux. Donc là, ça met. Et je sais qu'Atlantis va être probablement le premier jeu. Il y a eu Versailles aussi qui était fait en parallèle. Et donc il y a une R&D, il y a un groupe de développeurs qui est monté au sein de Cryo, qui s'occupe officiellement de R&D. Donc de faire prototyper des choses, prototyper des choses. Ils font pas mal de 3D. Là, c'est vraiment le pool 3D, quoi. Ah oui, ok. Ouais. Et ils sortent donc ce qu'on appelle l'Omni 3D. Hein, nous en interne, on appelle ça le Warp aussi, mais l'Omni 3D, qui est cette idée géniale. C'est un cube. En fait, tu mappes un cube, mais avec un rendu sphérique comme ça, ce qui fait que tu te retrouves à un point de vue, tu peux regarder à 360 degrés. Ah oui, d'accord. Tu peux regarder. Et donc le point de départ, en fait, c'est ça. C'est un jeu d'aventure où toutes les vues sont des omni 3D comme ça, des warp. Oui, ok. Et donc quand Rémi me met sur le projet, me dit que je serai programmeur principal sur le projet, là, bon, là je suis, là, je sais que ça va être énorme. Je sens le bouillonnement. Je sens, il y a une équipe, il y a une grosse équipe graphique. Il y a une grosse équipe graphique, des mecs sont tous super bons, parce que Cryo a été beaucoup renommé pour ses qualités de graphique de ses jeux. Oui, bon, ça a été à la fois une renommée et à la fois un peu un reproche aussi qu'on a pu faire pour un certain nombre de jeux, c'est qu'on disait que c'était des belles vitrines graphiques, mais que on pouvait pas mettre du précalque à toutes les sauces, donc ça nous a été aussi un peu reproché. Enfin, en tout cas, c'était l'endroit pour un infographiste. C'était passé par Cryo, c'était un peu l'endroit où il fallait être, quoi. Donc effectivement, ils embauchent des mecs qui sont super bons, quoi. Il y a une équipe graphique sur Atlantis, Ferdi, Sor, Daniel.
j'en oublie, hein, j'en oublie forcément, mais et donc bah, la prod démarre, la prod d'Atlantis démarre, ça va durer, je crois, 18 mois. Donc Rémi là est un peu, Rémi est aux commandes de toute la partie technique, hein, au sein de Cryo. Okay, ouais, il a mis au point un mur de compression qui est resté dans les mémoires de tous ceux qui sont passés par Cryo. Ça, c'est un mur de compression où tu as des machines comme ça qui sont toutes en réseau. Donc je sais pas, une vingtaine d'écrans dans mon souvenir. Il y en a vraiment, et des PC qui sont tous en réseau. Et en fait, le soir, quand les infographistes ont calculé toute leur série d'images, leur séquence vidéo en sortie de 3ds Max, ils balancent ça sur le réseau, et donc tu as un outil à Rémi qui prend ça en charge, qui met ça en file d'attente, et qui, dès qu'il y a des PC de disponibles, met ça en compression, ça part en compression. D'ailleurs, ça peut même, tu dois même laisser ton PC allumé quand tu pars le soir, parce que ton PC devient station de compression la nuit, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il détecte un PC libre dans la boîte, boum, ça balance un job dessus, et ça part en compression, et ça compresse. C'était le cloud de compression interne. Voilà, et dès que c'est compressé, bah, ça renvoie ça vers un serveur, donc c'est mis à l'abri, et puis le gars qui se pointe le matin, il reprend la main sur son PC, et tout ce qui a été compressé dans la nuit, c'est stocké. Et il a tout un process comme ça qui fait que on gagne un temps incroyable, quoi. Gagne un temps incroyable. C'était la compression vidéo qui prenait du temps. C'était la compression, la production déjà des images, parce que le rendu de synthèse était, ça calculait jour et nuit, ça calculait. Et quand les infographistes lançaient une version finale, bon bah là c'était avec le rendu au maximum. Et donc après oui, ça partait en compression, donc ça prenait énormément de temps, quoi, parce que. Mais donc. Au départ, les premiers jeux que tu avais fait, que tu avais codé sur machine 8 bits, c'était du jeu d'aventure. Là, du coup, tu y reviens, quoi. Et là, j'y reviens, et c'est pour ça que je suis super enthousiaste, parce que je sais que ça va être un gros jeu. Là, Rémi a travaillé avec, c'est Johan Robson qui s'est occupé du scénario. Donc Johan Robson aussi, qui était un auteur depuis l'époque R, qui a travaillé sur plein de jeux chez R Informatique, qui était un scénariste vraiment. Donc il a les univers. Il a fait vraiment des tas d'univers différents, et donc il a travaillé vraiment main dans la main avec Rémi pour tout ça. Et puis on démarre, donc là Rémi et Daniel au premier chef font des heures pas possibles, ça c'est un gros développement, là pour le coup faut vraiment pas se rater. Donc toute l'équipe, les infographistes aussi, mais tout le monde fournit vraiment une masse de boulot pendant 18 mois, de mémoire ça a duré 18 mois. Et puis ça fait un carton, quoi. Le jeu vraiment a vraiment cartonné, quoi. Cartonné parce qu'il s'est vendu aussi on fait des localisations, après on attaque les localisations, donc les localisations, on fait toutes les versions possibles et imaginables, français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, tchèque. Mondialement, ça c'est. Dans tous les, on a vraiment fait au Japon, en Chine, en Corée. Il y a un nombre de localisations incroyable, quoi. Et c'était quoi les challenges du coup au niveau de ton travail sur ce jeu-là? Alors, déjà le challenge, c'était de monter une architecture pour gérer un petit peu. Parce que tu pars de zéro, non? Tu disais que tu avais le système 3D là, de vue. Oui, bon, la R&D nous fournit comme ça une librairie qui, bon là c'est pour l'Omni 3D, c'est-à-dire que ça lance le rendu, tu lui balances tes 4 images, et puis ça te lance le rendu du truc. Mais bon, à côté de ça, moi je développe un outil là, un moteur qui effectivement, tu décris tout l'univers, les liens qu'il y a, les personnages, les sons 3D, il y a des sons 3D, donc tu dis de quel endroit t'entends les musiques, tu définis le nombre de lieux d'où t'entends telle musique. Donc il y a une espèce de spatialisation de la musique aussi. C'est un système de scripting, quoi, un peu que tu... Et alors, oui, il y a un système de script où je fais un script qui est totalement sorti du jeu, où il y a un interpréteur qui interprète en temps réel toutes les situations de scénario.
donc qui permet de coder. D'ailleurs Rémi on travaillera tous les deux là-dessus, il pourra coder le scénario via ce système de script, quoi. Via ce système de script, totalement indépendamment du moteur du genre lui-même. Du moteur du genre lui-même, c'est-à-dire qu'il est indépendant là-dessus. Des fois, voilà, des fois lui il bosse pendant la nuit, je reviens le lendemain et il y a tel lieu qui a été codé, on revoit ça ensemble, enfin, etc. C'est vraiment génial. Bon, système d'ailleurs que je reprendrai qui a été repris là pour Athanor 2. J'ai repris exactement le même système de script que François a nommé le Safar Script. Voilà, donc on fera un TEDx, hein, sûrement. Il est prévu de faire un TEDx sur le Safar Script. C'est en pourparler, donc on verra ça. Donc oui, c'est une belle réussite. Il y a des conversions, donc il y a des conversions sur PlayStation 1, il y a des conversions sur Saturn, avec Frédéric Nespoulos aussi. Là. Enfin, tous ceux, j'en oublie plein, hein, je m'excuse. Mais il y a des conversions qui sont faites sur Athanor, c'est quelle année, du coup? Athanor? Oui. Non. Atlantis, la sortie, c'est sorti en 97 peut-être, Atlantis 1. Okay. Voilà, ouais. Donc après il y a eu oui. 97, ouais, c'est ça. Tu vois où? Oui. Donc il y aura donc parce que ça va devenir vraiment une licence Cryo, quoi. C'est-à-dire que là pour le coup Atlantis, il va y avoir Atlantis 1, Atlantis 2, il va y avoir Atlantis 3, il va y avoir Atlantis Evolution, Atlantis 4 on va dire. Oui, ouais. Et voilà. Donc c'est quoi? C'est le succès du premier qui a fait que... Ouais, le succès du premier là, vraiment ça... Ouais. Il y a eu une vague parce que il faudrait confirmer les chiffres, mais les dernières conversations que j'avais pu, mais je crois qu'on a atteint le 1 million d'exemplaires sur Atlantis 1. Ah oui, ok. On a fait des bundles, il y a eu des bundles avec des bécanes, il y a eu des constructeurs qui ont fait des bundles avec Atlantis. Ça a été, ça a été un gros. Mais il a été édité et réédité après et tout ça. Oui, parce qu'il a été réédité aussi après, parce que là, après, Il a sorti des suivants. C'était toujours le même succès? C'était comment? Alors, Atlantis 1, Atlantis 2, oui, les deux premiers, vraiment, ça a été des gros succès. Je pense qu'après, peut-être, ça baisse un peu. Bon, alors, sur le 3, par exemple, c'était peut-être un peu à la mode d'avoir des noms un peu connus, donc... je sais qu'on a pris en musique, on a pris un groupe qui était un peu il y avait un peu une hype sur ce groupe-là à l'époque pour la bande originale d'Atlantis 3. On a pris aussi parce que c'était Pierre Estève avant qui. Alors sur le 1, il y a eu Stéphane Pic. Oui. Voilà, et Pierre Estève, ouais. Et puis sur le 3, effectivement, donc ils ont pris un nom comme ça. Okay. Et puis il y a eu, l'héroïne était aussi incarnée par Chiara Mastroianni, qui a incarné l'héroïne d'Atlantis 3. Comme ça permettait, il y a un petit côté marketing comme ça. Et après, donc on démarre à Atlantis Evolution. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, en revanche, on avance. Oui. On avance, on fait un bond et là on est en 2002 là. Ok, d'accord, oui, ok. Et Cryo avait quand même connu, alors on est monté en termes d'effectifs. Il y a eu la création de Cryo Networks. Il faudrait faire, là pour rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé chez Cryo. C'était sur des trucs virtuels, ça, non? Une vidéo, oui, des mondes virtuels. Il faudrait faire une vidéo à part entière, rien que pour Cryo, parce qu'il s'est passé tellement de trucs énormes. Mais toi, quand tu étais là-bas, à partir du moment où tu as bossé sur Atlantis, tu as été que sur les Atlantis, du coup? Dès que j'ai démarré la série Atlantis, oui. Quand j'ai mis le pied dans la saga Atlantis, je l'ai pas quitté. Quasiment pas, quoi. Là, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Cryo a commencé à avoir il y a la fameuse bulle Internet au début des années 2000.
qui couplé à, je sais qu'il y a un actionnaire qui quitte, oui, les investissements, un des investisseurs qui quitte Cryo, et là ça a fait un petit peu. Donc il y a eu quelques remous là, il y a eu un plan social, puis un deuxième, et pour en arriver jusqu'en 2003, où là pour le coup il y a un troisième plan social, duquel je vais faire partie. C'est le dernier. Il y a une société qui rachète Cryo, donc c'est Dreamcatcher. Dreamcatcher, qui est une société canadienne, qui rachète Cryo, mais qui décide de ne racheter que la partie édition, qui veut liquider la partie développement. Qui dit moi je veux pas garder de studio de développement, je ne garde que l'édition, donc là on est tous les, hormis ceux qui sont au marketing, commercial, etc. Mais tous ceux qui étaient restés, qui avaient résisté entre guillemets, qui avaient eu la chance de passer à travers les 2 premiers plans sociaux, se retrouvent dans celui-là, donc moi j'en fais partie aussi. On est liquidé, donc, comme on dit, et là, donc là, moi, je suis au milieu d'Atlantis Evolution. Atlantis Evolution, 4e du nom, on est à 50% du développement, et ceux qui rachètent Cryo me proposent de finir le développement. Parce qu'ils ne veulent plus de l'équipe, mais ils me disent, si ça te dit de continuer le développement en externe, pourquoi pas. Donc, ils me proposent ça. Mais parce que du coup, ils rachetaient des licences aussi, ils rachetaient le catalogue, le catalogue, ils rachetaient tout le catalogue Cryo, donc ils avaient du coup, ils se retrouvaient avec les droits de toutes les licences à succès de Cryo, quoi. Il y en avait quand même un certain nombre. Et donc là, pour moi, c'est là que se termine cette partie aussi qui a été absolument magnifique. 10 ans chez Cryo, ça a été 10 ans... alors difficile aussi, parce que vraiment c'était les développements, parce que c'était quoi, des jeux d'ampleur? C'était des jeux d'ampleur, il y avait de l'enjeu, il y avait des grosses équipes, il y avait des grosses équipes, il y avait un enjeu quand même important pour Cryo, donc on voulait faire les choses, quoi, on voulait vraiment faire en sorte que ça marche, quoi. Donc moi je sais que je me suis donné un engouement dedans, je me suis donné vraiment à fond, quoi. Mais toi, du coup, quand tu étais... parce que là, du coup, sur les 3 Atlantis jusque-là... les 4, ouais. Les 4 Atlantis jusque-là. Toi, tu avais fait le moteur sur le premier. Il était quoi, décliné ensuite? C'était le même moteur? Non, on s'appuyait sur le même moteur. C'était le même moteur. Il y a eu des petites, des évolutions modifications, mais c'était à la marge, en fait. C'est vrai que technologiquement parlant... Bon, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fini par... De toute façon, là, après, c'était question d'avoir des nouvelles histoires, et puis voilà. Voilà, c'est vrai, ce que les gens cherchaient. Les univers étaient complètement différents, les ambiances, les personnages ont proposé une aventure fondamentalement différente, évidemment. Mais techniquement, effectivement, les ajouts, c'était à la marge, quoi. Oui, ok, d'accord. C'était à la marge. Et donc, le plan social de l'été 2003, donc ça s'est passé en août 2003. Clôture cette période, cette belle période, qui a vu aussi au passage la naissance de mes 2 enfants. Mes 2 enfants sont nés, on va dire, pendant mes années Cryo. Donc inutile de te dire que j'étais comblé à tout point de vue, quoi. Professionnellement parlant, c'était juste magique. Et puis Bonnie et Ernest, mes 2 enfants c'était génial, quoi. C'était magnifique. Super. Et du coup, toi, quand tu travaillais sur ces 2 jeux-là, tu étais le programmeur principal? Il y avait d'autres programmeurs avec toi aussi? Oui. Alors, à partir d'Atlantis 2, il y a Christophe Le Bouil qui me rejoint. Et ça, on s'est vraiment... c'était génial. Il y avait une symbiose dans le travail. C'était vraiment génial. On s'est super bien entendu, on bossait, c'était top, quoi. Christophe qui est parti un peu après, d'ailleurs au moment où Cryo ferme, lui aussi doit faire partie du dernier plan, je crois. Et il part au Japon, il part travailler au Japon. Dans le jeu vidéo toujours? Ouais, il a continué un peu dans le jeu vidéo, mais j'ai pas eu de nouvelles, mais j'aimerais bien en avoir d'ailleurs. Christophe, si tu nous regardes. Donc du coup, tu pars de chez Cryo, mais on t'invite à continuer quand même la réalisation du jeu, mais
Ouais. Sans structure. Donc du coup, tu fais comment? Bah en fait, alors du coup, oui, bon, ça me fait un peu, ça me surprend. Puis en même temps, c'est vrai qu'on est quand même les mieux placés pour terminer le jeu. On est à 50% du jeu. Moi, bon, je connais le développement par cœur. On est sur le 4e. L'équipe graphique connaissent ça sur le bout des doigts. Donc effectivement, la Dreamcatcher qui je crois crée un label, enfin ça devient The Adventure Company, donc me propose de continuer ça en indépendant, en externe. Bon, bah, je me dis que peut-être, bon, il faut créer une petite structure quand même, quoi. Oui, ok, ouais. Donc effectivement, il y a François que j'ai rencontré un petit peu avant chez Cryo, François Brun, qui était chef de projet, à qui je propose de me rejoindre, et puis et de monter une petite structure vraiment légère pour terminer le jeu. Donc je propose aussi aux infographistes, si ça leur dit, de continuer le jeu, de terminer le jeu. Bon, voilà, et puis bah, ça se passe comme ça en fait. L'idée c'est de trouver des locaux rapidement, de s'installer. The Adventure Company ils sont cool, quoi. Ils nous aident, ils nous filent un peu de mobilier, des trucs comme ça, on s'installe. Et puis on termine le projet, donc on le termine. Donc là, du coup, c'est toi qui as monté. Oui, là, bah oui, monté à Atlantis Interactive Entertainment. Donc bon, oui, j'avoue que je me suis pas tellement foulé là sur le nom, Atlantis Interactive, voilà. Et donc on reprend là où on s'est arrêté. Il y a une petite période, je sais pas, d'1 mois ou 2 de battement. On attaque, puis on termine ça. Et puis moi, dans l'idée, je m'étais dit, bon, bah, s'il y a moyen éventuellement de refaire un titre, pourquoi pas. C'était pas forcément, moi, je voulais pas forcément faire un one shot, quoi. Moi, j'étais partant pour. Donc, à l'issue de Atlantis, Atlantis Evolution sort. Donc là, on est en 2004. Fin 2004 de mémoire. Et puis donc en parallèle, je crois un petit peu avant, on a démarré un nouveau game design, un nouveau projet pour essayer de faire un autre épisode. Bon, là quand même, je commence à percevoir que ça, a priori, ce sera le dernier, parce qu'on sent quand même qu'on est. Ça pousse un peu. Ouais, bon, la licence s'épuise un petit peu forcément. Là, on est au 5e épisode. Les ventes baissent, bon, ça c'est un peu immanquable. On est entré là pour le coup, on commence quand même à rentrer dans la 3D, donc le précalque a un petit peu moins le vent en poupe, ça devient plus ou moins une niche quand même. Et puis là, les budgets en fait, les budgets baissent, s'effondrent en gros, quoi. Donc je sais que ce projet là, s'il se fait, parce que c'est pas du tout garanti, ce sera quelque chose voilà, il faudra aller plus vite et le faire pour moins cher, quoi. Donc on discute avec mais eux, d'ailleurs The Adventure Company, eux ils ne souhaitent pas trop continuer, quoi. Donc en fait je cherche un autre éditeur et je trouve un éditeur à Lyon qui est partant. Eux ils sont intéressés, ils croient encore que ce genre de jeu, voilà. Donc Nobilis qui se trouve à Lyon à l'époque, Nobilis qui ont fait pas mal de trucs, hein, c'est pas des, ils connaissent le truc, hein, et ils sont partants, donc c'est parti. On attaque ce qui va devenir qui sera effectivement le dernier épisode de la série, dans des univers complètement différents. Là, c'est plus un jeu d'enquête ou non, mais on est dans les années 30, tu vois, on est dans les années 30. Il y a un illustrateur qui me rejoint aussi, Angel Bautista, dont j'ai parlé plusieurs fois, parce que Angel, avec d'autres, hein, avec Thomas Boulard par exemple, avec d'autres qui ont travaillé chez Cryo pendant. Thomas Boulard qui était l'illustrateur d'Atlantis 1, qui a un talent, qui est devenu tatoueur maintenant, qui fait des trucs absolument magnifiques, sublimes. Thomas Boulard. Et donc là c'est Angel qui lui aussi a fait plein de jeux chez Cryo, mais il avait travaillé sur Atlantis 2, je crois, en partie. Il a fait plein d'autres jeux. Et lui, bon, il a quitté aussi Cryo, donc je lui dis, bah tiens, si ça te dit, on a un nouveau. Donc il nous rejoint, il vient, et c'est lui qui va s'occuper de toutes les illustrations
de ce dernier épisode. Okay. Hein, donc de ce dernier épisode qu'on fait. Ça, et bah ça sort en 2006. Hein, ça sort en 2006. Ah oui, ok. Ouais. Et ce sera le dernier. Ce sera le dernier épisode. Donc il y a quoi, 2 ans de réalisation par rapport à après. Ouais, alors c'est pareil. Il y a eu parce que bon, il y a quand même à la fin là, l'autre il se termine en 2004, mais il y a eu un certain nombre de localisations. Ah oui, okay, en 2004, mais pareil, hein, il y a quand même toujours des versions moins qu'Atlantis 1, mais ça sort toujours dans X langues. Ouais, okay. Et pour celui-là, pareil, hein, c'est sorti dans pas mal de pays. Okay. Et puis bah voilà, donc après, effectivement, la question se pose. Là, on est avec équipe vraiment réduite. Là, il y a Manuel Alvarez qui m'a rejoint en programmation déjà depuis le début de la création d'Atlantis Interactive. Okay. Et on se pose la question de savoir est-ce que parce que là l'idée c'est soit on redéveloppe un moteur, ah oui, on part sur de la 3D, on fait quelque chose, etc. Mais et puis en fait bon, la décision est prise de fermer le studio quoi. En 2007, 2008, le temps de faire les dernières localisations, pareil. Ouais, ok. Et là, je décide que bon, Manuel, qui est un bon programmeur, il retrouve du boulot tout de suite derrière. D'accord, ouais, ok. Et moi, moi, je réfléchis, je sais pas trop ce que je veux faire quoi. Je me pose des questions quoi. On arrive à une époque là, on est presque au début des années 2010. Ok. On approche quoi. Et je me pose vraiment des questions si j'ai vraiment envie de redémarrer dans une. Je sais que je repostule. J'approche de la quarantaine quoi. Ouais. J'ai la quarantaine, ouais. Et je sais que j'envoie un CV ou deux, j'ai 1 ou 2 entretiens, mais je me pose la question, est-ce que j'ai envie de redémarrer de zéro dans une nouvelle. Après les années... Avec l'expérience que tu avais quand même, tu sentais que... Ouais, bah alors c'est vrai que je sais que ça avait probablement... J'avais possibilité de retrouver du boulot. Je pense qu'il y avait... Ouais, j'étais pas tellement inquiet. Là, c'était plus... moi, est-ce que vraiment j'ai envie de replonger et après avoir connu toutes ces années vraiment magnifiques chez les gens de tout le début de Cryo... Et bon, qui avait un petit peu changé sur la fin, mais enfin toute cette ambiance vraiment d'osmose et puis de liberté et tout ça, je sentais que ça prenait une tournure différente. Tu sentais aussi que le développement de jeu n'était plus dans les mêmes... Ouais, c'était... Bon, après, je pouvais peut-être me tromper, hein. Il y avait peut-être probablement, d'ailleurs, hein, je suis persuadé qu'il y avait probablement des sociétés en France qui étaient... Mais bon, j'étais pas persuadé de ça, je me suis posé... C'était aussi le rapport entre vie de famille et vie professionnelle. Voilà, donc aussi, j'avais envie peut-être de passer un peu de temps, et c'est là où au final, donc je m'accorde du temps, je m'accorde une petite année, là, une année de réflexion, quoi. Une année de réflexion où je me dis, bon, non, peut-être c'est le moment de prendre un virage, un virage, et pour le coup, bah, le virage, oui, je le prends, puisque... Effectivement, à l'issue, je décide de prendre un job alimentaire. Je dis, bah non, en fait, je vais profiter un peu de mes enfants, d'avoir aussi du temps pour moi, peut-être coder, tout ça, un peu, mais donc j'arrête, quoi. J'arrête, on va dire, le développement professionnel au sein d'une entreprise telle qu'on a pu les connaître, quoi. Ouais. Mais donc, avec une vision de ce que tu as fait et d'être satisfait de ce que tu as fait, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai pris cette décision d'arrêter et puis de faire un truc, parce que là, pour le coup, j'ai pris un job alimentaire qui est aux antipodes du développement de jeux vidéo. J'ai des bécanes partout autour de moi. D'ailleurs, j'évoque dans un petit... Il y a eu un petit reportage sur Arte où ils ont fait c'est des capsules, quoi, des toutes petites capsules où il y a un de ces épisodes là, parce que c'est la thématique c'est jeux vidéo made in France. Il y a un épisode sur les 2 concepteurs de Mega Race. Et il y a un épisode sur les 2 concepteurs, donc effectivement Majid et Franck. Et il y a un épisode sur Atlantis. Bon alors qui est vraiment on évoque la musique et au niveau programmation pour le coup on n'évoque pas, et on évoquait juste ma collection. C'était ça qui était un peu
et en fait, je me retrouve du coup avec tous mes ordi un peu partout là. C'est vrai, il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Mais il va y en avoir de moins en moins parce que je suis en train d'élaguer là quand même. Hein. Bah oui, parce que pour financer nos futures créations, il faut vendre des machines. Ça permet de financer tout ça. Ouais. Pour le coup, en 2012, quelque chose comme ça. Ok, ouais. Où je dis tiens, ce serait rigolo de refaire les jeux tels qu'on les faisait, tels qu'on les a décrits au tout début de cette vidéo. Oui, du coup, oui. Au tout début de cette vidéo, je dis ce serait amusant de ressortir mon Auric, de me mettre devant mon Auric et de refaire un jeu sur du jeu 8 bits, quoi. Du jeu 8 bits, et puis surtout, j'insiste, c'est que je voulais travailler sur les machines, c'est-à-dire je voulais pas travailler sur un émulateur. Ça, c'est valable. C'est vrai que ça s'était arrivé déjà à ce moment-là, quoi, les émulateurs. Oui, il y avait déjà, on est en 2012, là, tout ça, donc, et puis c'est valable entre 2012 et 2022, où ça a été un leitmotiv, si tu veux, même sur Atlantis 2, Athanor 2, Athanor 2 sur Atari. Il faut savoir que moi j'ai développé sur mon Atari en permanence, quoi. Je bascule sur PC pour dialoguer avec François ou avec toi pour récupérer les datas, évidemment. Mais sinon, tout bascule tout de suite sur mon Atari et je passe 100% de mon temps sur mon Atari. Le seul luxe que je me suis accordé, c'est un Ultra Satan qui simule mon Megafile 30 que j'avais à l'époque de Legend Software. Là, j'ai un Ultra Satan, voilà. Mais donc, sinon, tu te retrouves dans une configuration un peu proche de ce que tu avais à l'époque. Ouais, voilà, exactement, exactement. C'était ça qui me la facilité de backup en plus, je pense. Oui, voilà, ouais. Même si j'ai poussé le vice à vouloir brancher un SideQuest pour faire mes backups sur SideQuest, j'ai pas complètement abouti, je suis un peu déçu. C'est toujours dans l'idée, j'ai l'impression. Je suis à mi-chemin seulement sur mon SideQuest Atari, mais bon, ça va se faire. Ouais, donc de repartir sur du code de jeu, donc du coup du jeu d'aventure, tu repars là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que oui, tu vois, là je te dis, ça me prend comme ça, je me dis tiens, je vais rebrancher mon Auric, qu'est-ce que je vais faire? Et effectivement, je sais pas, mais complètement naturellement, je m'oriente tout de suite vers un jeu d'aventure, quoi. C'est mes émotions de joueur et de programmeur sont liées au jeu d'aventure, quoi. Donc partir sur un shoot ou sur je sais pas quoi, je le ferais 100 fois moins bien que ceux qui font ça depuis toujours. Donc naturellement, j'aime bien les shoots. Hein. J'aime bien les shoots. J'aime bien. Là, j'ai ma Switch. J'ai Raiden 4 là en ce moment ou Cotton. Je suis sur Cotton et Raiden 4 sur ma Switch là, qui sont, je me régale, quoi. Ou Deathmile. Tous les caves sur ma Switch, là, je me régale. Bon, j'y joue aussi sur 360 ou des choses comme ça. Parce qu'il faut quand même préciser, juste c'est que je suis à fond dans le rétro, mais que bon, je joue quand même aussi sur de la console. Là, avec mon fiston, on a fini Cyberpunk 2077. Là, c'est pas dur, on l'a platiné, quoi. On a platiné Cyberpunk 2077. Pour PC, c'est Starfield. Là, j'attends Starfield. J'attends Starfield avec impatience. Donc une attirance toujours pour le jeu vidéo en général, autant en joueur et en programmeur, mais du coup, t'as eu l'envie de refaire des jeux jusqu'à aller sur de la production sur l'édition du jeu en boîte et tout, quoi. Ouais, voilà. Alors ça, c'était c'est que faire les jeux, refaire un jeu par exemple sur Amstrad ou sur Atari, le mettre en téléchargement. Et puis de dire allez-y, jouez, puis d'avoir 3-4 commentaires, les mecs qui téléchargent, ils jouent 5 minutes, etc. Je me suis dit quand même par respect pour le travail qui a été fait par tout le monde. Sur Athanor 2, il a fallu vraiment avoir une équipe qui est à l'identique de ce qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire il y a de la programmation, de l'infographie, de l'illustration, de la musique. Donc moi je voulais, même si on gagne des clopinettes, ça on fera peut-être une vidéo sur le sujet, sur le financement d'un homebrew, sur les recettes d'un homebrew micro, hein, parce que je pense que sur un homebrew console, les données sont probablement différentes, mais sur un homebrew micro, on pourra vous en parler. C'est assez intéressant, de voir comment on finance ça,
parce qu'il y a un vrai financement. Et puis qu'est-ce qu'on en récolte? Parce que je pense qu'il y a peut-être des fois des... Il y avait un copain qui m'avait posé une question, il se reconnaîtra peut-être, mais je dis, mais alors, sur Athanor, t'arrives à en vivre, tout ça? La réponse est non, mais qu'on en parlera peut-être, ça fera l'objet d'une petite vidéo, on évoquera le financement d'un ombilico, mais donc par respect pour tout le travail fait par tout le monde, par toi Mathieu, par François, par Angel, par Vincent, par tout ça, c'est d'avoir un truc qui... Voilà, qui est... Moi, c'était ça que je trouvais sympa, c'est faire un truc qui est conforme à ce qu'on faisait à l'époque. Oui, bah, c'est vraiment... comme ça que tu avais présenté le projet. Voilà. Moi, j'ai découvert que le homebrew, c'est très compliqué parce que, contrairement à l'époque, moi, où j'étais donc chez Légende ou chez Cryo, moi, je dormais jeux vidéo, je me levais jeux vidéo, je me couchais jeux vidéo, j'étais jeux vidéo en permanence. Et le homebrew, ce qui est compliqué avec le homebrew, c'est que on a tous pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot, un boulot, des familles, des enfants pour ceux qui en ont, etc. Et donc, c'est vachement compliqué. C'est pour moi la problématique numéro 1, c'est-à-dire quand on a 8, 10, 12 heures par jour à consacrer au jeu, j'ai envie de dire, et quand tu es passionné, c'est un régal, quoi. Mais quand on a que quelques heures par semaine, évident quoi. Il faut vraiment avoir l'envie de faire un jeu, voilà, tout simplement. Là c'est sûr que, enfin moi, quand j'ai travaillé sur les musiques d'Athanor 2, c'est des week-ends sur plusieurs mois à passer là-dessus. Voilà, c'est ça. Quoi. Oui. C'est ça, c'est ça. Et ça, je le sais que c'est pas évident, et c'est pour ça que je suis d'autant plus heureux et reconnaissant d'avoir pu croiser le chemin de personnes comme vous qui juste... Là, je sais pas quelle aurait été ma réaction si jamais tu m'avais dit c'est pas un jeu qui sort en boîte. Je l'aurais sûrement peut-être fait quand même, mais je sais pas dire ça, tu vois là. Bah oui, est-ce que ça a joué dans le... Tu mets ça en téléchargement, t'as les mecs qui jouent à ça 5 minutes, ils te font un commentaire, tu croises toujours un troll ou deux qui disent ah vous auriez pu faire machin, ils ont même pas fait ci. Bon. Là au moins, on touche des collectionneurs, on touche des vrais joueurs aussi. Moi je suis enthousiasmé de voir les mecs qui me questionnent, je suis bloqué là, ou qui veulent y jouer quoi, qui veulent jouer. Oui, puis sur Twitter, quand tu vois les gens qui postent des images de leur machine avec le jeu, et puis voilà, c'est ça. Ou quand ils reçoivent le jeu en boîte et qui sont... il y a plein d'éléments dedans, et qui disent, d'artefacts et tout ça. J'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière quand je sortais du magasin avec mon jeu à la main, et qui ont l'impression d'avoir la même sensation. Bon bah là ça y est, c'est gagné. C'est clair. C'est gagné. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Oui, ça. Voilà, c'est ça. Donc merci à vous quoi. Surtout merci à toi aussi. Merci à vous quoi. Mais du coup, là, quand tu as recommencé la programmation sur d'anciennes machines, c'est parce que tu avais aussi une collection d'anciennes machines, quoi. Et ça a commencé quand, l'envie de collectionner des machines comme ça? Ça fait un moment déjà, ça fait longtemps. J'avais des choses qui datent de l'époque où j'étais chez Cryo. Donc j'en avais pas beaucoup. C'est vrai que ça m'a repris un peu après. Où effectivement je suis rentré là pour le coup dans une vraie collection où je suis monté à 250 machines, des déclinaisons, et puis à un moment donné tu te réveilles et puis tu te dis ça c'est une discussion que j'ai assez régulièrement avec Hervé aussi, qui a aussi beaucoup de machines, Tom et Jerry, qui a pas mal de machines, qui est surtout qui a beaucoup de jeux aussi, mais on parle de l'aspect collection comme ça, parce que moi honnêtement ça m'est passé là, ça y est, cette fois les jeux j'ai élagué beaucoup, et là je suis en train aussi d'élaguer pas mal de machines, donc je garderai quand même le cœur de ce qui fera que tant que j'aurai l'envie de programmer sur des Auric, des Atari, des Amiga, enfin les Amiga sera plus pour tester, mais je garderai ça, je garderai le cœur de ça, mais toutes les autres machines ont vocation à partir chez d'autres collectionneurs, ou chez des... Bon là ça peut être que des collectionneurs, parce que pendant les AC, RGC qu'on a pu faire, j'en ai vendu pas mal déjà là, puis en plus là on fait ça à des prix vraiment défiant toute concurrence, c'est entre nous, et puis parfois quand tu vends des machines effectivement très très rares,
ça peut aussi permettre de financer les projets. Donc l'idée c'est quand même que ça parte aussi à un prix correct pour que ça aide un peu, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais, je vois l'objectif. Voilà. Ben, ok, bah c'était intéressant. Ouais, merci. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai souvent répondu à des interviews comme ça, papier, dans 2-3. Mais là, c'était sympa, de faire un truc un peu. Bah là, pour le coup, on a balayé. Bon, j'espère que c'était pas trop long. Hein. On va peut-être, j'espère que c'était pas trop long. On a balayé la majorité, quoi. Il y a encore des choses à dire, mais enfin, on a ta vie de programmeur. De ma vie de programmeur, d'où c'est venu et jusqu'où ça nous a emmené. Donc c'était, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Merci. Ouais, bah c'est cool. Espérons que ça va plaire à tous ceux qui vont regarder. Ouais. Et puis, faut espérer. Et puis Bon, bah, une prochaine alors. Merci, salut à tous.